Bonjour, merci de nous joindre à cette session sur les meilleures pratiques d'architecture pour VMware Cloud sur AWS. Je m'appelle David Haché et je suis un architecte de solutions chez AWS. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager des patrons de conception et des leçons que nous avons apprises pour déployer avec succès le réseau VMware dans un environnement AWS. De plus, nous allons parler de stratégies de disponibilité pour vos SDDC VMware. Nous espérons que cela générera des questions que vous pourriez considérer lors de vos planifications de déploiement VMware Cloud sur AWS. À la fin, je vais vous partager des liens techniques pour continuer à approfondir vos connaissances. Finalement, j'aimerais mentionner qu'il y a un sondage à la fin, donc je vous invite à le remplir. Ça nous aide à améliorer ce genre de session. Donc, commençons avec la fondation. Donc, la fondation de VMware Cloud sur AWS, c'est le réseau. Après tout, la fondation VMware, c'est l'hyperviseur. Mais que vous soyez dans le cloud ou dans vos centres de données, c'est le même hyperviseur. C'est pour ça que nous portons une attention particulière au réseau. Puisque c'est la base, il faut qu'elle soit bien planifiée et réponde aux besoins que vous avez pour vos applications. Des facteurs comme la résilience, la haute disponibilité, la performance et le recouvrement en cas de désastre aident à déterminer le bon modèle d'architecture. Avant d'aller plus loin dans les détails VMware, j'aimerais prendre quelques instants pour établir une base sur les différentes composantes que nous allons traiter lors de cette session. Donc, nous avons le centre de données d'entreprise. C'est où vous avez probablement présentement des installations VMware. Après ça, nous avons les régions AWS. Ce sont des endroits géographiques où nous établissons des centres de données. Nous avons le VPC, qui est le Virtual Private Cloud. En fait, c'est l'endroit où vous mettez la réseautique dans AWS, ainsi que les sous-réseaux. Nous pouvons voir ici un sous-réseau public et un sous-réseau privé. Nous avons aussi des instances EC2, donc qui sont des machines virtuelles AWS. Nous avons aussi VMware Cloud sur AWS, donc dans un compte de VMware, et puis vous déployez des SDDC, ou des Software Defined Data Center. Il y a une composante qui s'appelle le NSX Edge. Le NSX Edge, c'est les points d'entrée et sortie d'un SDDC. Une passerelle client, donc ça peut être un routeur ou un pare-feu qui est à même vos centres de données qui supportent les VPN. Donc, vous avez des passerelles privées virtuelles. Donc ça, c'est un point de terminaison VPN dans un VPC AWS. Vous avez AWS Direct Connect. Donc, AWS Direct Connect, c'est un endroit, en fait, c'est une manière d'établir un lien direct entre vos centres de données et puis un VPC AWS. Des interfaces réseau élastiques ou ENI. Donc, c'est des interfaces réseau qui sont connectées à des machines virtuelles. Et puis, le AWS Transit Gateway, qui est dans une configuration noyau et rayon, qui est le noyau d'un réseau. Donc, regardons des solutions que nous pouvons implanter pour réussir son réseau. Donc, voici une solution de base avec 3 SDDC. Nous avons une région AWS avec VMware Cloud sur AWS et 3 SDDC que nous voulons connecter avec vos centres de données. Donc, nous avons les composantes NSX Edge qui vont établir un lien VPN avec votre passerelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut considérer? Donc, cette solution, elle offre du routage L3. Ça veut dire que vous pouvez baser la connectivité sur des routes ou sur des politiques réseau. C'est une solution où il faut bien considérer la bande passante requise. Dépendamment de la passerelle que vous avez et de la quantité de paquets qui doivent passer par NSX Edge, il se peut que vous constatiez des performances moins qu'optimales
lors de grandes charges. Nous vous recommandons de faire un stress test si vous utilisez ce genre de solution. Finalement, il n'y a qu'une passerelle client, comme vous pouvez constater. Donc, si jamais il y a un bris, vous allez avoir des enjeux de disponibilité. Si on regarde la solution suivante qui vient résoudre un problème de performance, encore une fois, c'est une solution avec 3 SDDC, mais avec une connectivité Direct Connect. Donc, Direct Connect est un lien fourni par l'entremise d'un partenaire en colocalisation. Vous pouvez établir un lien partagé à partir de 10 mégabits ou un lien dédié jusqu'à 100 gigabits. Une fois établi, vous pouvez communiquer directement avec VMware par ce réseau privé. Donc, il faut considérer les coûts de ce lien. Ce lien qui est établi, il faut payer les ports et en plus de ça, il faut payer tout le trafic qui sort de SDDC vers votre centre de données. Si vous avez des exigences de haute disponibilité, il y a une solution qui est la suivante, qui inclut 2 liens Direct Connect. Donc, cette solution qui est similaire, on établit 2 liens Direct Connect avec votre passerelle et après ça, on établit 2 liens Direct Connect, un sur le site 1, un sur le site 2. Donc, quel genre de considération? C'est une solution qui sera plus dispendieuse, mais qui offre, et en plus de la performance, de la redondance pour des charges de production. Il est possible de faire une solution hybride en remplaçant un des liens Direct Connect avec un lien VPN pour sauver un peu sur les coûts. Par contre, il faut considérer comment un bris affectera la performance. Nous avons vu les considérations performance pour les designs VPN et puis ils vont s'appliquer si jamais vous passez du trafic via le VPN. Maintenant, si vous voulez établir une connectivité entre 2 SDDC, donc exemple, vous avez un SDDC pour une application A et un SDDC pour une application B. Donc, pour établir une connectivité, il faut établir un lien VPN entre les 2 SDDC. Cette connectivité, encore une fois, c'est une connectivité L3. Et, encore une fois, il faut considérer les limites qui viennent avec les connectivités VPN. Lorsque vous grandissez cet environnement, il faut aussi considérer le nombre de limites VPN possibles avec NSX. Il faut aussi considérer la capacité de performance des instances qui fournissent la puissance. Par exemple, la différence entre une instance i3 Metal versus une i3EN Metal. Donc, la i3EN Metal offre un ratio CPU réseau jusqu'à 2,7 fois plus grande. Des fois, il est requis de connecter l'environnement VMware à un réseau AWS, un VPC. Par exemple, si vous avez une base de données AWS comme Aurora ou un service de stockage comme FSx pour Windows accessible uniquement via le VPC. Pour ce faire, il est possible d'utiliser une interface ENI, donc encore une fois, c'est une interface réseau, puis c'est créé à même votre compte AWS. N'oubliez pas que l'environnement SDDC est dans un compte AWS qui appartient à VMware. Donc, pour faire ça, il faut appliquer un gabarit CloudFormation qui donnera les droits limités à VMware dans votre compte. CloudFormation, c'est un langage JSON ou YAML qui permet à AWS de déployer des ressources définies. Ces droits permettront la création de partage de l'interface, par exemple. Cette solution, elle offre d'excellentes performances car la connectivité réseau est directe. Avec cette solution, il faut considérer par contre que toute la bande passante passera par le VPC et les coûts seront chargés à même le VPC. Donc, tout le trafic qui va sortir du VPC va vous être chargé.
Encore une fois, le trafic entrant n'est pas chargé. Cette solution est très rapide, mais n'offre pas toute la flexibilité comme se connecter à plusieurs VPC. C'est une solution vraiment un pour un. Comme vous pouvez constater, comme vous pouvez connecter VMware Cloud à votre passerelle réseau, il est aussi possible de connecter via VPN au VPC. Donc, avant, on avait NS6 Edge qui connectait via VPN à votre passerelle réseau. Nous pouvons utiliser une passerelle privée virtuelle pour connecter NS6 Edge vers un VPC. Donc, encore une fois, c'est les mêmes considérations de performance que toutes les autres solutions VPN, donc soit la bande passante et la disponibilité. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier la solution? Donc, nous pouvons simplifier la connectivité réseau de multiples SDDC via VMware Transit Connect. Donc, cette solution qui utilise le VMware Transit Connect est une solution évolutive. Nous commençons avec le noyau de la solution qui est le VMware Transit Connect. Donc, nous pouvons déployer 1, 2, jusqu'à 20 SDDC et nous les attachons avec le Transit Connect. Donc, ça établit une connectivité réseau entre tous les SDDC. Après ça, si vous avez des ressources dans un VPC, vous pouvez connecter le VMware Transit Connect à votre VPC. Donc, vous pourriez avoir des services de fichiers ou des services de base de données dans votre VPC et vous établissez une connectivité. Encore une fois, la connectivité, exemple SDDC1 peut parler à un SDDC3, SDDC2 peut parler à n'importe quel des VPC pourvu que les configurations de sécurité réseau soient bien configurées. Après ça, si vous voulez une connectivité vers vos centres de données, donc nous utilisons la passerelle AWS Direct Connect. Et après ça, nous établissons la connectivité via un de nos partenaires de connectivité vers votre site. Donc là, nous pouvons combiner le tout dans une solution avec plusieurs régions, plusieurs SDDC, plusieurs VPC et une connectivité entre tout. Donc, commençons encore une fois avec le cloud AWS. Nous avons 2 régions et nous avons votre site avec 2 passerelles clients. Nous ajoutons les SDDC avec le NS6 Edge. Nous allons utiliser le Transit Gateway géré par VMware qui établit une connectivité entre les SDDC et qui établit encore une fois une connectivité avec les VPC. Après ça, nous allons rajouter un Transit Gateway qui est géré de votre côté client. Ceci, ça permet une connectivité entre les VPC et le centre de données. Donc, si nous regardons ici, nous allons rajouter le Direct Connect qui va connecter vers les centres de données, la passerelle Direct Connect, puis nous allons tout interconnecter. Donc, tout ce qui est du côté vert est géré par VMware, donc le SDDC, le Transit Gateway géré par VMware, et puis tout le reste, c'est géré de votre côté. Donc, ça offre une connectivité pour que les charges de travail dans les VPC puissent communiquer entre eux et puissent communiquer vers le SDDC ou vers le centre de données aussi. Donc, avec une bonne compréhension de la réseautique, nous pouvons nous pencher un peu plus sur comment transférer vos données dans VMware Cloud sur AWS. Donc, nous avons plusieurs modèles d'architecture de migration. Si nous commençons avec les premières, les plus connues, nous avons vMotion qui est bien connu. Donc, vMotion, vous pouvez transférer une machine, soit éteinte, soit allumée, vers
un autre environnement VMware et le Enhanced vMotion de VMware est supporté. Nous avons aussi HCX qui est supporté. Donc, HCX, c'est une plateforme qui permet de rationaliser la migration des applications. HCX présente tout ce qu'il y a on-premise, donc dans vos centres de données, et dans VMware Cloud sur AWS comme une ressource continue. Il y a une interconnectivité qui permet d'étendre les réseaux et les charges entre les deux emplacements de façon transparente. Avec l'interconnexion hybride HCX, les applications peuvent se trouver n'importe où, indépendamment du matériel ou du logiciel sous-jacent. De plus, vous pouvez céduler des groupes de machines à migrer, ainsi simplifier vos opérations. Nous avons Site Recovery Manager de VMware qui permet d'orchestrer un désastre inter-centre de données. Nous avons aussi une solution AWS qui s'appelle Cloud Endure. Donc, Cloud Endure, c'est un outil natif d'AWS qui permet de garder les disques des machines synchrones avec des disques dans AWS. Donc, comment ça fonctionne? Il y a un agent qui est installé sur la VM dans votre centre de données. Et puis, il y a un hôte de synchronisation chez AWS qui va recevoir tous les changements au disque. Donc, tout changement qui est écrit sur le disque sur votre site va se faire écrire chez AWS. Et si jamais il y a un désastre, vous pouvez rapidement créer une VM fonctionnelle. Il y a aussi des logiciels de sauvegarde comme Commvault, NetBackup, Veeam ou autres. Ceux-ci permettent souvent une intégration native avec AWS pour un recouvrement en cas de désastre. Si vous avez des fichiers que vous voulez transférer aussi, car souvent les applications requièrent des fichiers pour leur configuration ou leur opération, donc il y a certains outils natifs AWS qui permettent de faire la migration de fichiers. Donc, il y a un outil comme DataSync qui permet la synchronisation vers les services comme EFS, donc Elastic File System. Donc ça, c'est un partage de fichiers de type NFS. Il y a FSX pour Windows. Ça, c'est un partage de fichiers de type CIF, totalement compatible avec Windows. Ou il y a S3, qui est du stockage objet très bien connu. De plus, il y a l'option de la passerelle AWS Storage Gateway. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une VM ou une machine physique avec du stockage local qui vous permet d'écrire directement dessus. Ensuite, dès que les données sont transférées sur la passerelle de stockage Storage Gateway, il y a une copie qui se fait acheminer vers S3. De plus, le Storage Gateway, vous pouvez l'utiliser en mode VTL ou Virtual Tape Library, donc des rubans magnétiques virtuels. Donc, si vous avez un logiciel de sauvegarde qui parle à des rubans et vous ne voulez pas changer vos opérations, vous pouvez utiliser le Storage Gateway en mode VTL. Donc, regardons un peu les options pour ajouter de la résilience dans un environnement VMware Cloud sur AWS. Comme vous vous doutez probablement, il est très important sur AWS aussi de bien considérer la résilience des machines, du stockage et des sites lors d'un déploiement VMware. Donc, si vous choisissez d'utiliser un site de disponibilité, il y a quand même beaucoup de considérations pour la haute disponibilité. Donc, si nous parlons de stockage, il y a différents types de RAID ou de redondance stockage que vous pouvez utiliser. Donc, il y a du RAID 1, il y a du RAID 6 et du RAID 5. Donc, le RAID 1, qui est le plus dispendieux et le par défaut dans vSAN, c'est un miroir des disques. Le RAID 6, qui est un RAID à double parité en mode Erasure Coding dans vSAN, offre une excellente protection à un prix quand même intéressant. Et le RAID 5, le moins cher de tous,
offre seulement un disque de parité. Aussi, vous pouvez choisir dans le cas du RAID 1 le FTT ou le nombre de pannes à tolérer. Donc, vous pouvez tolérer 1, 2 ou 3 pannes dans le RAID 1. Dans le RAID 5, c'est 1 et dans le RAID 6, c'est 2. Aussi, comme vous devez vous douter, une zone de disponibilité chez AWS comporte beaucoup de partitions dans les centres de données. Avec des groupes de placement VMware Cloud pour AWS, on essaie automatiquement de placer les instances de votre SDDC dans différentes partitions de disponibilité dans la zone de disponibilité. Ceci sépare les instances et permet d'éviter des pannes s'il y a un enjeu dans une partition. Maintenant, si vous voulez avoir une solution plus robuste pour des charges de production, donc si vous voulez déployer dans plus d'une zone de disponibilité, il y a des options qui sont offertes. Donc, nous vous suggérons fortement ce genre d'approche pour des environnements de production. Donc, VMware supporte 2 à Z, mais utilise une troisième pour des nœuds témoins. Donc, chaque zone est entièrement isolée des autres zones. Le réseau haut débit offre une latence entre les zones de moins de 10 millisecondes et ça permet ce genre de configuration dans VMware. Cette latence aussi permet une genre de configuration hautement disponible pour des bases de données. Donc, les zones de disponibilité sont à une distance pouvant aller jusqu'à 100 km entre eux et les emplacements sont bien étudiés avec des facteurs comme les lignes de faille, les plaines inondables et les réseaux électriques isolés. Nous avons parlé des politiques de stockage pour le vSAN, mais il faut aussi considérer certaines politiques pour la capacité du stockage. Donc, les politiques vSAN, on en a parlé, le FTT, ou un vSAN étiré entre deux zones de disponibilité. Il y a aussi l'espace disponible. Donc, il est recommandé de garder 25% de capacité libre par volume virtuel. Ceci permet de maintenir de la performance optimale ainsi que d'avoir une marge quand vous utilisez des provisions d'espace minces, connu comme du thin provisioning. Si la capacité passe sous les 20%, donc encore une fois, c'est pas idéal, il y a un système qui s'appelle Elastic DRS qui peut venir ajouter un nœud au SDDC et ainsi ajouter de la capacité pour garder l'environnement dans un état optimal et sain. Maintenant, pour protéger les VM au niveau de la sauvegarde, les options de stockage que nous avons discutées pour migrer les données, donc quand on parlait de EFS, FSX pour Windows ou S3, donc ces unités-là, ils peuvent être une destination pour les logiciels de sauvegarde. Vous pouvez garder plus haut niveau de sécurité et vous pouvez utiliser point d'accès VPC pour le stockage S3, par exemple. Sinon, vous ajoutez du stockage requis à même votre VPC comme un serveur de fichiers FSX pour Windows. Il ne faut pas utiliser le stockage vSAN pour protéger les VM qui résident dans le vSAN. C'est pour ça que du stockage externe, facilement intégrable, est une solution parfaite. De plus, la gestion de la capacité est grandement simplifiée versus du stockage plus traditionnel. Donc, si on regarde comment protéger les données, donc, il faut considérer la capacité et le cycle de vie des données. Donc, si vous voulez protéger vos données avec FSX pour Windows, sachez qu'il y a l'option Previous Version. Donc, vous pouvez retourner vers des versions précédentes des fichiers. Aussi, FSX pour Windows offre une protection vers du stockage objet S3 de façon incrémentale. Si vous utilisez du stockage EFS, donc le stockage EFS
Via DataSync, vous pouvez l'envoyer vers une catégorie de stockage moins dispendieuse, donc avec accès peu fréquent. Encore une fois, dans le but d'économiser sur les coûts du stockage. Et finalement, S3 qui est bien connu. Donc, nous avons le stockage S3 standard, qui est le plus populaire, mais il y a S3 standard accès peu fréquent, qui est un peu moins dispendieux. Vous avez S3 à zone unique. Donc, le stockage S3 à zone unique fait en sorte que la donnée, elle reste juste dans une zone de disponibilité pour réduire le coût. Après ça, vous pouvez utiliser les cycles de vie d'objets S3 pour migrer les données vers du S3 glacier, qui est une catégorie de stockage encore moins dispendieuse, ou du S3 Deep Archive, donc une catégorie encore moins dispendieuse. Notez que cette catégorie de stockage, l'accès à vos données, elle se compte en minutes ou en heures, dépendamment quelles options vous avez choisies pour récupérer vos données. Donc, nous avons quelques mentions honorables à vous partager pour continuer vos lectures sur VMware Cloud sur AWS. Donc, voici un lien pour des considérations VPC pour VMware Cloud sur AWS. C'est un lien en anglais, mais quand même intéressant. Nous avons un lien sur les considérations pour la récupération en cas de sinistre. Et nous avons encore une fois un autre lien pour les modèles de résilience d'un environnement VMware Cloud sur AWS. Finalement, nous offrons des formations et des certifications sur les environnements AWS. Donc, nous avons plusieurs liens que nous pouvons vous offrir. Et puis, vous pouvez consulter le site, c'est aws.training. Et puis, vous pouvez regarder différentes formations sur l'immigration et sur la protection des environnements AWS. Donc, merci d'avoir participé à cette session sur VMware Cloud. Et n'oubliez pas, nous avons un sondage à la fin. Donc, si vous pourriez le remplir, ça nous aide encore une fois à améliorer ce genre de session. Merci.